Yo Mathéo, je vais sûrement te faire le feedback de l'appel de vente en deux parties. Je voulais faire une première partie parce que j'ai analysé toutes les transcriptions et j'ai commencé à écouter plus de 30 minutes de l'appel de vente. Et j'ai écrit des petites choses et j'ai relevé certaines phrases qui font que tu as perdu la vente et des axes d'amélioration tout simplement. Donc première chose que j'ai vue, c'est ta posture. Tu as une posture qui est peut-être trop en recherche de validation de l'autre. Je vais te donner plein d'exemples. À un moment, tu dis, je vais essayer de ne pas trop te prendre de temps. Ça, c'est un truc qu'il faut... Enfin, t'as pas besoin de dire ça. Si ça doit prendre 1h30, 2 heures ou 20 minutes, peu importe, ça dépend juste de la problématique du client que tu as en face de toi. Et ça, en fait, ça te fait perdre ta position d'autorité. Le mec, il arrive, il a vu des ads, il a vu une page où il y a les 3 étapes quand il a réservé son appel, donc tu commences à avoir l'autorité à ses yeux. Et en fait, durant l'appel, tu vas dire plein de phrases qui vont te faire descendre, boum, 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 boum. Et à la fin, quand t'arrives ici, le mec, il se dit, mais pourquoi je vais payer ce mec-là, je sais pas combien, tu vois. Donc il faut que tu gardes ta position d'autorité. Un médecin, quand tu vas dans son cabinet, il est là. Et pendant tout le rendez-vous, quand il te pose des questions, il reste là. Il descend pas au fur et à mesure en disant ce genre de phrases. Et là, c'est des phrases. Certes, c'est des phrases, ça paraît authentique quand tu les dis, et t'as un côté authentique dans l'appel, mais il faut juste faire attention et pas mélanger les deux. Tu peux être authentique, mais en gardant ton autorité. Et à plein de moments, tu perds au fur et à mesure l'autorité par toi-même. Donc, je vais citer plein d'autres phrases, mais par exemple, celle-là, je vais essayer de ne pas trop te faire perdre du temps. Ou de ne pas trop te prendre du temps. Là, t'es en train de lui donner de l'autorité à lui, et toi, tu t'en enlèves. Ce que tu dis aussi, c'est tu peux me faire un petit topo sur toi. Et en fait, il n'y a pas vraiment de cadre. Tu poses pas vraiment le cadre ultra précis comme on fait tous la majorité du temps sur un appel de closing. Tu sais, le but de cet appel, c'est voir si je peux t'aider ou pas. Tu peux le dire avec tes propres mots, mais il faut juste fixer l'attente qu'à la fin, il faut prendre une décision, c'est oui ou c'est non. Et le but de cet appel-là, c'est juste de voir si on est compatible ou pas. Est-ce que ça te va? Juste fixer le cadre. Et là, tu l'as pas fait dans cet appel-là. Après, à un moment, tu lui dis, je trouve ça super de ta part ce que tu fais. Et tu vas beaucoup le complimenter. Et surtout, tu fais ça dans une phase trop tôt. C'est comme si tu cherchais la validation émotionnelle du mec. T'as pas besoin de ça. C'est comme si tu vas chez le médecin, il te demande, ah, vous avez mal où? Ok. Vous avez mal au mollet depuis combien de temps? 4 mois? Ok. Ah, ok. Et là, il te fait un compliment. Tu vois, c'est chelou. Tu dois garder ta position de autorité. Dans ta façon de répondre aux questions aussi, quand tu essayes de le cadrer, tu le cadres pas assez bien. Faut vraiment voir l'appel de vente comme une suite de succession de transitions émotionnelles, et c'est toi qui dois l'emmener par la main. Et il y a plein de moments, par exemple, à un moment, tu lui dis quoi? Tu veux qu'on aille où avec tout ça? Il me semble que tu dis cette phrase-là, il me semble avoir entendu ça parce que j'ai noté. Il faut vraiment le cadrer, le mec. C'est comme un tunnel de vente. Parce que là, dans l'exemple-là, tu lui dis, tu veux qu'on aille où avec tout ça? Moi, ce que j'aurais plutôt dit, c'est le mec qui vient de se confier juste avant, je lui aurais dit, et selon toi, où ça va t'amener tout ça? Si tu continues dans cette direction. Et boum, là, tu l'amènes vers la vente au fur et à mesure. Point très important que tu négliges un peu, c'est le silence. Souvent, tu vas couper la parole au prospect, je l'ai vu dans 2 ou 3 appels. Donc, quand le prospect parle, il y a une seule exception. Tu peux lui couper la parole quand vraiment le mec c'est une pipelette et qu'il est en train de s'éparpiller et qu'il dit plein de trucs. Bon, à un moment, il parle de sa copine, le mec là en question, Maxime Poncé ou je sais plus qui. Et je crois que tu le coupes à ce moment-là. En tout cas, tu le laisses pas finir sa phrase. Le silence, même quand tu vas lui répondre, quand tu poses une question, il te répond et qu'ensuite tu attends juste 1 ou 2 secondes, ce petit laps de temps de 1 ou 2 secondes que tu laisses volontairement, ça augmente ton autorité au fur et à mesure. Donc ouais, pense vraiment à faire ce qu'on appelle laisser de l'espace. Tu dois laisser de l'espace pour augmenter la tension. Souvent, c'est très inconfortable en tant que closer, quand on a le rôle du closer, de laisser du silence, parce que l'être humain n'aime pas le silence. Mais juste le fait de laisser du silence, tu vas te rendre compte que, imagine, tout bête, ah, depuis combien de temps ta femme t'a quitté? Là, il va dire 8 mois. Et là, au lieu de tout de suite partir sur une question, tu dis rien. Tu laisses 2 secondes, et là, le mec, il va combler le vide en te disant autre chose. Et ça me fait chier, ça me fait mal, parce que... Et là, il peut se confier. Donc vraiment, laisse du silence. Écris-le en gros sur une feuille ou sur un Google Doc. Silence. Tu dois énormément laisser de silence, et là, t'en laisses pas assez. Parce que ouais, de ce que je vois souvent, quand le mec répond, tout de suite, tu vas répondre. Alors que si tu laisses le petit silence, ça va le laisser développer encore plus. Alors que là, tu le bloques en laissant pas l'espace. Il y a plein de moments aussi où tu dois creuser émotionnellement et tu le fais pas. Peut-être par pudeur ou je sais pas. Mais je crois qu'il y a un moment, quand je l'ai noté ici, il parle de sa rupture et tu vas pas du tout explorer cette douleur-là. Après, tu poses une autre question à ce moment-là, ouais. Je l'ai sous les yeux, le transcript. Tu poses une autre question alors que tu aurais pu, quand le mec te parle de sa rupture, ok, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Silence. Là, le mec qui va dire je sais pas quoi. Et après, tu peux dire, du coup, comment ça impacte ton business aujourd'hui, cette rupture? Là, il va encore dire. Et tu vois, c'est ce qu'on appelle une faille. Il y a plein de failles que le prospect va te montrer. Il faut t'y engouffrer pour le closer parce que c'est avec les émotions que tu closes. Et cette faille-là, tu l'as pas exploitée. Et ça, c'est ce qu'on appelle la questiologie. L'art de poser la bonne question au bon moment sur le truc. Et souvent, je dis ça dans mes vidéos YouTube. T'es comme un lion, en fait, qui est en train de regarder plein de gazelles passer. Le mec, il te raconte sa vie, boum, 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 il raconte plein de trucs.
Et boum, à un moment, il y a une gazelle, il y a une phrase qui dit qui est importante. Et là, en plus, je viens de rompre avec ma femme, ça me fait chier. Et en plus de ça, boum, tu reviens sur ça. Attends, excuse-moi, tu m'as dit que t'avais rompu avec ta femme, comment elle s'appelle? Ah, Émilie, ok. Ça fait combien de temps que t'as rompu avec elle? Ok. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Et là, silence. Et tu le regardes comme ça. Ah, ok. Là, silence. Là, tu dis comment ça impacte ton business du coup? Un petit piège dans lequel tu tombes, et moi aussi je le faisais beaucoup avant, et ça on peut vite se faire friendzone, et j'ai perdu beaucoup de ventes à cause de ça, c'est de trop parler de moi-même. Et toi aussi tu le fais. À un moment tu dis moi aussi j'ai connu ce genre de phase où je me remettais en question et nanani et nanana. C'est bien en termes de storytelling pour que le mec puisse s'identifier, mais en réalité après avoir testé ça dans beaucoup d'appels pendant plus de 4 ans, c'est pas le plus puissant. C'est le storytelling, si tu veux le faire, tu peux le faire, mais sur un cas client à la fin, si il s'y prête exactement à sa situation à lui. Exemple, s'il y a une meuf à la fin de l'appel, elle veut passer à l'action avec toi, mais elle hésite, et qu'elle se dit oui, mais moi je suis salarié, je peux pas faire les deux en même temps avec un influenceur, je sais pas quoi. Boum, si t'as un cas en tête de Sandrine qui était salariée et qui a fait les mêmes choses, boum, tu peux leur raconter l'histoire de Sandrine. Mais parler de toi en mode moi-je, c'est pas le plus puissant dans un appel de vente. Donc ça, faut éviter. Parce que ça crée trop une vibe amicale, et le risque d'être amical, c'est un peu comme avec les femmes, tu peux vite te faire friendzone à la fin. Et certes, le mec, il a bien rigolé, tu l'as inspiré, il s'est identifié en toi, mais est-ce qu'il a payé à la fin? Non. Il n'y a pas de quantification de ce que le mec veut vraiment. À un moment, tu lui dis, j'ai compris que tu voulais avancer, c'est super, c'est important. Il me semble pas avoir entendu dans cet appel-là du chiffre. Il faut du chiffre. Il n'y a pas de point A, point B. Passer du point A au point B. Pour passer du point A au point B, il faut qu'il voit le truc, qu'il puisse se projeter, qu'il voit les véhicules que toi tu lui proposes, mais il faut qu'il voit aussi les chiffres. Il me semble que dans cet appel-là, tu l'as pas fait. Donc il faut toujours quantifier la perte. Si le mec, je sais pas, il a une agence et qu'il sait qu'il pourrait faire 25K par mois, il fait que 5K, demande-lui, ça fait combien de temps que tu sais que tu pourrais faire beaucoup plus? Ah, ça fait 8 mois. Ok. Donc là, tu fais combien par mois? Je fais 5K. Ah, ok, tu fais 5K. Tu me dis que tu pourrais faire 25K et ça fait 7 mois? Ok, donc, ça, 20 fois 7, 140. Ok, donc t'as perdu 140K là en ne bougeant pas depuis 7 mois, en ne faisant pas accompagner. Là, tu vois, tu quantifies, tu crées de la douleur, tu remets le couteau dans la plaie parce que tu quantifies son truc. Faut quantifier la douleur, faut quantifier aussi l'objectif qu'il veut, faut le rendre palpable, concret. Au tout début de l'appel, tu lui dis, je te remercie de me faire confiance, il me semble. Merci pour ta transparence, je te remercie de me faire confiance. Tu perds ta posture. Le médecin jamais il va te dire ça. Vois-toi vraiment comme un médecin avec une blouse blanche. Jamais si le médecin te dit ça, tu vas trouver ça bizarre. Aussi, au tout début de l'appel, quand tu demandes un topo, c'est trop généraliste. Demande-lui, qu'est-ce qui fait que t'as pris rendez-vous aujourd'hui? Ça, on l'a vu tout à l'heure, il te dit, ouais, j'ai eu une séparation difficile. Et là, tu lui dis, ok, et du coup, t'as pu rebondir comment? Au lieu de parler de rebondir, parle-lui de la douleur. Là, tu fuis la douleur, alors qu'il fallait rentrer dedans. Tu le mets pas face à ses propres responsabilités. Le mec a des incohérences parce qu'on a tous des incohérences dans un appel de vente, sinon on serait pas dans l'appel. À un moment, il te dit, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je le fais pas. Et toi, tu lui dis, ouais, ça arrive, on est tous passés par là. Là, t'es en train d'ouvrir une porte pour que le mec puisse prendre la fuite et se barrer et ne pas payer dans l'appel. Je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je le fais pas. Moi, ce que je lui aurais dit là, c'est depuis combien de temps tu sais ça? Et là, si le mec il me dit 3 ans, je dis ok. Donc ça fait 3 ans que tu sais ce que tu dois faire, mais tu le fais pas. Qu'est-ce qui fait que là, dans les 6 prochains mois, tu vas le faire? Alors que les 3 dernières années, tu l'as pas fait. Hop, tu le mets face à sa propre incohérence. Et là, tu regardes, tu écoutes attentivement ce qu'il dit, il va te dire plein de bêtises, et tu le remets son nez dans sa propre merde. Pour qu'il se rende compte de lui-même qu'il est en train de dire des conneries, et que s'il bouge pas et qu'il se fait pas accompagner, ça va rien changer à sa vie. Après, tu peux même enchaîner en lui disant, c'est quoi qui t'éloigne le plus de ton objectif aujourd'hui? C'est de continuer à avoir cette logique-là, de vouloir éviter la situation et de me dire que tu sais ce que tu dois faire mais tu fais pas et ça fait 3 ans que ça dure et là tu vas juste continuer à faire ce que tu as fait depuis 3 ans et voilà. Ou c'est de radicalement changer ta façon de penser et de te faire accompagner par quelqu'un qui est déjà passé par l'endroit où tu veux passer. Et là il va te dire bah oui, ce qui m'éloigne le plus c'est de continuer à faire ce que je fais. Et là tu dis ok bah du coup on fait quoi? Et tu vois comment tu le diriges vers la vente? C'est ça que je te disais un peu dans le deuxième ou troisième feedback que je t'ai fait au tout début. C'est qu'il faut aussi le diriger, c'est du leadership. Le mec, tu vois qu'il est en train de bégayer, tu lui parles de ses incohérences, tu le mets face à ses propres responsabilités. Le mec avoue que oui, il est en train de faire de la merde. Ok, du coup, on fait quoi? Tu veux continuer à te raconter des histoires ou on y va? J'ai analysé combien de temps tu parles à peu près. Je crois que tu parles 70% du temps, c'est beaucoup trop. Ça doit être l'inverse, même plus. Tu dois parler genre 10-15% du temps, max, et le mec, il doit parler 80-85% du temps. Et là, aujourd'hui, c'est l'inverse dans tes appels. Tu parles beaucoup trop. Il y a plein de moments où tu réagis, où c'est pas forcément nécessaire, où t'as envie de réagir parce que je pense que t'es un peu comme moi, on est assez extraverti, on a envie de parler, on aime bien parler, on a le skill social, mais là, c'est pas nécessaire. Le closing, c'est assez simple, tu parles que 10% du temps. Ça veut dire 90% du job, il est fait sans même que tu ouvres la bouche en laissant des silences si on était comme ça. Donc ça, ouais, faut que tu parles beaucoup. On rebondit sur tout, ça sera pas grand chose. Ton médecin, quand il te pose des questions, ok, vous avez mal où? Ok, vous avez mal depuis combien de temps? Ok, à aucun moment, il va réagir en mode, ah, moi aussi, c'est vrai que, ah oui, ah, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai que ça fait chier, ça. Non, il réagit pas, il pose juste des questions. À un moment, tu le coaches un peu, tu lui donnes de la valeur. Ça, c'est un des pires trucs à faire parce que tu vas créer un shot de dopamine en lui et il va se dire, enfin, son cerveau, son ressenti va se dire, ok, je suis venu dans l'appel, j'avais pas les clés, là, j'ai un peu des clés, peut-être ça va marcher cette fois-ci si je me débrouille tout seul.
Tu veux vraiment, les Américains, ils appellent ça laisser le prospect s'asseoir avec le poids de ses problèmes. Tu veux que le prospect, ce soit douloureux pour lui et que tu lui donnes aucune solution et que tu lui poses des questions pour remuer le couteau dans la plaie et que tu lui donnes pas les solutions. Parce que si tu lui donnes une bribe de solution, il va avoir un shot de dopamine et il va se dire ok, je peux le faire tout seul. Donc c'est pas un appel de coaching. C'est pas un appel de... C'est juste un coaching de prise de décision. C'est un coaching pour lui apporter de la clarté sur sa situation, lui montrer à quel point sa situation c'est de la merde, on va dire, qu'il ressent des émotions négatives et que ça pourrait être bien mieux que ça et qu'il est pas dans le bon véhicule. Après tu lui vends ton mécanisme unique, etc. Et ensuite juste lui donner un max de certitude, un max de confiance sur ton véhicule à toi. Et derrière juste le call to action et le faire sortir de sa zone de confort et le coacher sur ses décisions. C'est tout. Il n'y a pas d'apport de valeur. Je l'ai fait pendant plus de 2 ans, ça close pas, c'est pas bon. Alors ça, je sais pas si tu l'as dit dans l'appel, parce que là, du coup, cette partie-là, je l'ai pas entendue, mais apparemment, à un moment, t'as dit, je t'envoie les infos par mail et tu me dis si ça t'intéresse. Je sais pas si t'as dit ça, mais si t'as dit ça, c'est pas du closing. Et c'est vraiment pas à dire ce genre de choses. Tu perds ton pouvoir en disant ça, tu perds ton cash, parce que le mec, il paye pas, tu perds ta posture d'autorité. Le mec, il passe à l'action dans l'appel. Donc, je sais pas si t'as dit ça, mais si tu l'as vraiment dit, comme là, je l'ai dit, en tout cas, que t'as dit ça, on voit ça par mail si ça t'intéresse. Là, t'as ouvert une porte dans le couloir et le mec s'est barré par cette porte-là. Alors que le closing, c'est juste fermer toutes les portes dans le couloir, être en face du mec et soit il dit oui, soit il dit non, mais il dit quelque chose. Et s'il dit oui, bah il paye maintenant, il n'y a pas de demain ou après-demain. Non, tu payes. En plus, un truc souvent sur ce genre de profil, c'est que c'est des gens qui procrastinent. Donc quand le mec t'arrive à la fin de l'appel et il dit ok, ça m'intéresse de ouf, mais j'ai besoin de réfléchir ou je sais pas quoi, tu lui dis écoute, ça fait 3 ans que t'as cette mentalité-là et ce comportement où tu fuis la situation et tu prends pas tes responsabilités. Là, pour la première fois de ta vie, il y a quelqu'un qui t'offre l'opportunité de prendre tes responsabilités et d'outrepasser cette résistance, de passer à l'action maintenant et de te prouver à toi-même que nanani nanana. Je te donne l'opportunité maintenant. On y va ou pas? Et là, boum. J'avais noté d'autres choses sur un doc. Ouais, t'as une posture qui est cool, mais t'es trop cool. Et du coup, tu vas faire que de te faire friendzone surtout sur du trafic froid, tu vas te faire friendzone de ouf. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur un marché dans la Caraïbe. C'est bien d'être authentique, c'est bien d'être comme t'es dans la vraie vie et de parler comme tu me parles, comme tu parles à ta maman, comme tu parles à moi, etc. Tes potes, faut être comme ça, mais faut quand même garder l'autorité. Et on peut pas être en mode ah c'est trop cool, et là c'est ce que tu lui dis à un moment, tu lui dis vas-y avec grand plaisir, vas-y c'est trop cool. Là c'est assuré tu te fais friendzone. Je reviens aussi sur un truc que je t'avais déjà dit tout à l'heure, mais je vais donner un autre exemple. Un moment un moment il te dit je suis un peu bloqué en fait, c'est pour ça que je stagne. Et toi tu lui réponds exactement, ok. Ah ok exactement. Alors que là, faut creuser de ouf ce truc-là. Ça, c'est une faille. Le mec te donne une faille, il faut y aller. Tu peux lui dire, par exemple, selon toi, pourquoi t'es bloqué. Ou tu peux aussi lui dire, t'es bloqué, et le fait que tu sois bloqué, ça a quoi comme conséquence sur ton business aujourd'hui? Ou le fait que tu sois bloqué, ça a quelles conséquences sur ta perception de toi-même? Un autre passage où tu creuses pas, c'est quand il te dit, je peux pas me couper en deux, je travaille trop, je travaille 75 heures par semaine. Et ouais, tu vas pas creuser cette situation, l'impact que ça a dans sa vie, avec sa femme, avec sa copine, peut-être avec sa famille, avec son propre business, parce que du coup, il peut pas lancer des side business, ou il peut pas avoir plus de clients. Ouais, ça, tu creuses pas du tout. Une de ses grosses parts à ce mec-là, c'est quand il te dit, moi, je veux pas un CDI à 3000 balles par mois, 2 enfants, un chien, ça m'intéresse pas. Et toi, tu vas pas creuser cette peur. Il faut que tu joues sur cette peur. La peur, c'est une des émotions les plus puissantes pour faire passer à l'action quelqu'un. Et quand le mec, il est en train de faire du 75 heures par semaine, et qu'après, il te dit, moi, je veux pas ça, et 10 minutes plus tard, là. Ouais, c'est 10 minutes plus tard. 10 minutes plus tard, il dit cette phrase-là. Tu peux lui dire, mais Maxime, si tu continues comme ça, il va se passer quoi? Là, le mec, il va sûrement te répondre à burn-out. Ou en tout cas, s'il te dit pas ça, bah, faut que tu creuses. Il faut que tu lui rendes compte par lui-même qu'il va pas dans la bonne direction, il va se manger un mur. Tu dois le sensibiliser sur ça, c'est très important. Prise de conscience. Et là, tu lui dis, mais écoute, par rapport à ta situation, 75 heures par semaine, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être dégoûté de ton business dans même pas 2 ou 3 ans. Tu vas être contraint de reprendre un job de salarié. Et tout ce dont tu as peur là aujourd'hui, là, d'avoir les 2 enfants, le chien, la vie qui t'intéresse pas et le CDI à 3000 balles par mois, c'est ce que tu vas finir par attirer en fait. Si tu prends pas tes responsabilités et que tu prends pas ton plein pouvoir. Donc ouais, jouer sur ça, tu le fais pas assez. Lui montrer le mur qui va se manger dans la gueule. À un moment, il me semble il te dit qu'il a un appel, il a un autre appel, et toi tu dis écoute, je peux te rappeler dans 5 minutes. Première chose, quand il dit ça, laissez un silence de 2-3 secondes pour qu'il voit un peu la gravité du truc. Et moi là, si le mec qui me dit ça, alors qu'on est je crois que c'était à 47 minutes de l'appel, si j'ai pas de conneries, je lui aurais dit, t'as un autre appel? Pour qu'il se rende compte de la connerie qu'il est en train de me dire. Et là, il aurait peut-être répondu, ouais, j'ai un autre appel. Et là, j'aurais dit, mais c'est quoi le plus important là? C'est qu'on finisse l'appel aujourd'hui, enfin, c'est qu'on finisse cet appel-là ensemble ou que tu ailles sur ton autre appel? Je comprends pas. C'est pas si important que ça pour toi ou tu vas jouer sur ce truc-là? Dans ton pitch que j'ai écouté,
T'évoques tout, t'évoques les appels de groupe, les vidéos, le coaching one-to-one, etc. Mais c'est un peu en mode fusil à pompe. Ce que j'aime bien faire moi, c'est le sniper, pas le fusil à pompe. Parce que là, tu tires plein de cartouches partout pour être sûr de toucher le mec, alors que ce que tu veux, c'est le sniper. Quand tu fais ta phase de diagnostic et que le mec il parle de toutes ses problématiques, lui ses problématiques c'était stagnation, temps de travail, revenus, tu dois relier tout ton pitch exactement à ses problématiques, à ce mec-là, pour qu'il ait vraiment l'impression que ton pitch il a été sur mesure et que ton offre elle est sur mesure pour lui, c'est exactement ce qu'il lui faut. Que ça chausse son pied parfaitement. Il fait du 43, boum. La paire c'est du 43. Là t'arrives avec une paire 35. Et t'as une autre paire c'est du 38. Et t'as une autre paire c'est. Tu piges plein de trucs qui sont pas forcément nécessaires. Donc en général, ce qu'on aime bien faire dans un pitch, c'est être très évasif, 2 minutes max le pitch, pas plus, et ensuite lui dire, est-ce que t'as une question par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a un truc qui te paraît, t'as une zone de flou? Et si le mec te dit non, il a forcément une zone de flou, mais il veut pas te l'avouer, dis-lui, mais dans tout ce que je te dis là, est-ce que t'as... Qu'est-ce qui t'intéresse le plus ou qu'est-ce qui te... Tu vois, et continue à creuser. Et là, le mec, il va dire précisément l'endroit où il a besoin d'avoir de la data, et c'est pas assez clair pour lui, et là, tu lui réponds par rapport à ça. Et ça te permet de répondre précisément à chaque fois au bon truc. Mais si tu fais pas ça, tu vas faire des pitchs de 15-20 minutes. Là, c'est pas ce que tu fais, mais c'est un exemple. Tu vas faire des pitchs de 15-20 minutes où tu parles de plein de trucs qui vont pas lui servir au mec de savoir et qui vont pas l'aider à acheter. Le mec, il a juste besoin d'avoir des éclaircissements sur 2-3 choses, pas d'avoir tout le pitch. Tout le pitch. Tu te sers pas de sa propre force dans les objections. Pas souvent, mais il arrive parfois que tu sois frontal. Je sais plus c'est quelle option qui te dit un moment, mais toi tu lui dis ouais, je pense que ça serait bien si là tu le fais maintenant et que tu priorises ça aujourd'hui. C'est pas assez subtil, c'est trop frontal en fait. Faut plus, tu sais, être. Tu peux être frontal, mais de manière. Comment dire ça? Tu peux lui dire. Si le mec te dit une grosse incohérence, une grosse connerie, lui-même sait que c'est faux, toi tu sais que c'est faux et qu'il se raconte une histoire, tu peux lui dire est-ce que tu m'autorises à être franc avec toi ou pas, s'il te plaît? Là, il va dire oui. Tu lui dis écoute, Maxime, je te fais un feedback cash. Je pense que là, t'as juste peur de sortir de ta zone de confort, c'est inconfortable pour toi, et c'est ok. D'ailleurs, je pense à un truc. Si t'arrives des fois d'avoir des mecs qui sont dans la voiture, au tout début de l'appel de vente, où tu sens qu'ils sont pas concernés, faut directement leur dire écoute, j'ai l'impression que t'es pas avec moi à 100%, et si t'es pas avec moi à 100%, c'est que c'est pas si important que ça pour toi. Moi, je prends le temps pour toi, je suis à 100% avec toi. Si tu ne l'es pas, écoute, je préfère qu'on arrête l'appel ici et qu'on ne perde pas du temps tous les deux. T'acceptes facilement de reporter. Je crois que le mec, à un moment, il dit ouais, mardi, est-ce que t'es disponible, etc. Et après, toi, tu lui réponds. Si tu repousses la chose, je suis pas sûr que tu le fasses, tu vois. Ouais, tu perds un peu du leadership à ce moment-là. En fait, on sent que t'es en train de perdre la vente et lui-même le sent, le mec, et du coup, ça lui donne pas envie, tu vois. C'est comme un mec qui est avec une femme et la femme lui dit écoute, ça m'intéresse pas tant que ça, ou je suis pas trop sûr, on se voit mardi, on s'appelle plus tard. Et le mec il dit non, mais viens, on s'appelle. Il faut plus. Il faut plus le mettre face à sa propre bêtise. Quand le mec te dit bah, on voit ça mardi, tu lui dis écoute, Maxime, ça fait combien de temps que tu. Honnêtement, entre toi et moi, ça fait combien de temps que tu prends pas cette décision de te faire accompagner? Le mec, il va te dire 2 ans, 3 ans, ok. Ça fait combien de temps que tu repousses? Ouais, 2 ans, 1 an et demi peut-être, ok. À ton avis, pourquoi tu repousses? Là, il va dire sûrement parce que j'ai peur ou que j'ai une objection classique. Ok. Et là, tu lui dis est-ce que tu veux continuer à être le Maxime qui repousse les choses ou le Maxime qui passe en faire l'action? Tu vois comment j'amène le truc? Je suis pas en mode demande, je suis en mode je mets face à sa propre bêtise. Tu vas même lui dire moi, ça va rien changer dans ma vie, hein, qu'on bosse ensemble ou pas. Moi, les influenceurs, je les accompagne déjà, j'ai dit, moi, c'est pour toi. Moi, c'est pour toi que ça me fait chier. Si tu es encore en train de repousser les choses alors que ça fait 3 ans que tu fais ça, et ça fait 3 ans que tu es en train de bosser 75 heures par jour, et que t'as pas ta liberté à cause de ça. Ça, après, je l'ai écrit en rouge, je l'ai remis, je te le redis parce que c'est très important. Tu chiffres jamais ce que coûte la stagnation actuelle. Ça, c'est très important. Quand moi, je parlais avec un responsable d'agence immobilière, à l'époque, il y a 5 ans en arrière, quand le mec me disait, je veux faire 150 000 euros par mois, et là, j'en fais 75 000, je lui dis, mais ça fait combien de temps que tu veux faire ça? Ah, ça fait 4 ans. Ok. Mais du coup, 4 ans. Après, tu sais, ce que j'ai fait tout à l'heure, je fais la multiplication, boum, boum. Ok, donc là, ça fait 400 000 balles que tu perds chaque année parce que tu passes pas à l'action et que t'as pas les bons outils et que t'as pas les... ton pitch, je crois, il a duré 6 minutes, c'est un peu trop long. Même trop long. Un pitch, c'est 2 minutes max. C'est 90 secondes à 2 minutes. Et comme je te l'ai dit après, le but, c'est de pitcher de manière assez généraliste. Enfin, généraliste. En reliant tout ce que le mec t'a dit dans la phase de diagnostic, toutes ces problématiques que t'as vues et tout ce dont il a peur, etc. Et ensuite, comme je t'ai dit, tu poses des questions précises pour voir c'est à quel endroit précis où tu dois répondre. Comme ça, t'as pas besoin de faire 100% du truc. Il y a des mots à bannir que tu dois pas dire et que tu dis encore. Il y a les mots avec répétition quand tu dis exactement ok, tu l'as dit plus de 20 fois, je crois. C'est trop. Faut pas dire, enfin, tu peux dire exactement ok 2 fois, 3 fois, mais c'est mieux le silence. Et tu poses la question directement. Ça veut dire le mec, tu poses une question, il répond, et l'autre dire à chaque fois exactement ok, qui fait un peu lourd. Tu dis rien. Et ensuite, tu enchaînes par une autre question. Et tu ressens quoi par rapport à ça, du coup? Là, il va te répondre.
Et après, tu dis, est-ce que t'es OK avec cette situation, toi, ou pas aujourd'hui? Tu vois, il n'y a pas besoin de dire exactement OK. Essaye de mettre de la conscience sur ça dans tes prochains appels. Tu dis beaucoup tu vois. Et quelqu'un qui dit tu vois, souvent, c'est parce qu'il a le sentiment que la personne n'est pas en train de comprendre. Ça veut dire que ce que ça communique, le fait que tu dis tu vois beaucoup dans tes appels, pour moi, c'est que tu apportes pas assez de clarté dans ton discours au prospect comme à toi-même. Et donc, du coup, tu vas dire, c'est comme une béquille verbale. C'est ce que j'ai écrit là. C'est que tu te sers du tu vois pour essayer de te rassurer un peu toi-même. Mais si tu lui dis tu vois, c'est que tu sais au fond de toi qu'il n'a pas réellement compris à 100%. Donc sois beaucoup plus clair dans tes questions. Fais des questions beaucoup plus courtes. Et quand tu fais un pitch ou quand tu parles, tu prends la parole. Souvent, la majorité du temps, ça doit être des questions. Mais en tout cas, si tu es dans le pitch et que tu lui dis des informations, sois très bref, concis et très clair. Avec des mots très évocateurs comme si tu parlais à un enfant de 10 ans, quoi. Un des pires mots que tu dis dans l'appel et tu l'as dit 18 fois, c'est franchement. Et quelqu'un qui dit franchement, c'est suspect. Surtout en appel de vente. T'as pas besoin de dire franchement. Essaye de bannir ce mot-là de ta tête. Dis pas franchement, t'as pas besoin d'être en mode justification. Là, je suis franc avec toi, mais ça veut dire que, en fait, quand tu dis franchement, le mec va se dire, ok, donc tous les moments où il me dit pas franchement, il est pas franc avec moi. Pas besoin de mettre ces mots-là. Ça met juste de la méfiance pour rien. Un truc que tu fais pas aussi, c'est que tu n'as fait aucun travail sur son identité à lui. On dit souvent que les valeurs, c'est ultra important pour closer quelqu'un. Jouer sur ses valeurs, mais l'identité, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et tu joues pas sur l'identité du Maxime qui n'a pas de résultat et du Maxime qui veut avoir et du Maxime qui a des résultats, le Maxime du futur. Et moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'explique au prospect à la fin quand il a peur de prendre une décision. Typiquement, ce mec-là, je dis mais imagine t'es dans 3 ans. Le Maxime que tu veux, qui fait 50K par mois, qui a du temps pour sa femme, ses enfants, je sais pas quoi, et qui a 2 heures par jour de travail uniquement. Quelle décision il prendrait aujourd'hui dans cet appel-là? Est-ce qu'il repousserait comme tu es en train de le faire et de me dire mardi pour prendre la fuite et me parler par email alors qu'il va pas répondre? Ou est-ce que il passerait à l'action directement? Et lui faire comprendre que s'il veut être ce Maxime-là dans 3 ans, le Maxime de 3 ans, il doit déjà commencer à prendre les décisions du Maxime de 3 ans et se mettre dans ce rôle-là. Et en gros, lui coller cette étiquette du mec dans 3 ans qui va réussir et qui prenne les décisions à partir de là. Ton pitch, c'était un peu un long monologue de plus de 6 minutes, ça a enlevé toute l'émotion que tu avais réussi un peu à créer avant, même s'il n'y avait pas trop d'émotion non plus, mais on s'est compris. Mais faut créer plus d'émotions, là tu avais réussi à en faire un peu, mais ton pitch, il a tué les émotions. Et globalement, je te dirais que sur les appels que j'écoutais, et je te fais un feedback cash, de toute façon tu me payes pour ça, t'as un leadership qui est pas assez présent. Le closing, comme je te l'ai dit, c'est soit le mec tu le closes et il paye dans l'appel, comme j'ai fait avec toi par exemple, ou soit le mec te close. Et là il t'a closé. Et il t'a closé parce qu'il n'y avait pas assez de certitude en toi, il t'a pas fait assez confiance. Ensuite, pour toutes les problématiques que j'ai relevées dans cet appel-là, enfin dans ce truc-là de 25 minutes, et aussi le leadership, c'est toi qui dois le prendre par la main, c'est toi qui dois lui redonner son pouvoir. Le mec a du pouvoir, il a perdu ce pouvoir-là au fil des années parce qu'il fait de la merde, tu lui redonnes ce pouvoir-là. Et boum, il passe à l'action, il prend la décision avec toi. Parce que là, ouais, il était qualifié, il était largement closable. Et tu le sais. J'ai noté des questions que tu as posées qui sont très bien. Donc, à un moment, tu lui demandes, oui, qu'est-ce qui fait qu'il a décidé de prendre un appel avec toi? Ça, c'est une très bonne question. Tu lui dis à un moment, est-ce que tu penses que t'es dans le bon véhicule pour faire ça, du coup? Magnifique question. Tu as placé la question de manière très pertinente. Et là, tu le diriges vers la vente directe. À un moment, il est en train de te faire comprendre qu'il peut réussir seul et qu'il a pas besoin de toi. Et moi, là, je l'aurais mis face à sa propre responsabilité parce que c'est une incohérence totale. Et je lui aurais dit, ok, mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu as pris un rendez-vous aujourd'hui si tu penses que tu peux réussir seul? Parce que des infos, t'as tout sur YouTube, t'as tout gratuitement. Qu'est-ce qui fait que t'as pris un appel avec moi aujourd'hui? Boum, là, tu relèves l'incohérence. Et voilà pour ça. À un moment, tu poses une question qui est pertinente. Tu lui demandes est-ce qu'il a déjà essayé des choses. Amazon, FBA, trading, etc. Et là, tu explores pas pourquoi ça n'a pas marché. Et ça, c'est très pertinent à faire et tu le fais pas là. Quand le mec t'explique que, par exemple, souvent, les gens, quand ils disent ouais, j'ai déjà fait une formation et ça n'a pas marché, tout de suite, moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Parce que je veux m'assurer que si le mec, je le fais rentrer dans ma formation à moi et dans mon accompagnement, il refasse pas les mêmes merdes qu'il a fait. Et en gros, faut le closer, et pour que le closer et le faire apprendre de ses erreurs précédentes pour qu'il ait du résultat chez toi. T'es déjà en train de le préconfigurer pour qu'il ait du résultat chez toi dans ton accompagnement. Et ça, tu l'as pas fait non plus, c'est très important à faire. Le mec te dit qu'il a essayé ça. Première question qui doit te venir en tête maintenant, c'est ok, qu'est-ce qui fait que t'as pas eu de résultat avec le dropshipping? Ok, et qu'est-ce qui fait que t'as pas de résultat avec l'e-commerce et le truc MBA, FBA, je sais pas quoi? Ok. Et qu'est-ce qui fait que là, si on bosse ensemble, t'aurais du résultat? Un truc que t'as pas fait, il me semble aussi, c'est quand tu pitches ton offre, juste avant de dire le prix, tu dois t'assurer que le mec, il ait plus aucune objection en tête qui justifierait le fait qu'il ait pas de résultat. Exemple, je fais mon pitch sur les résultats d'agence mobilière, et après le mec, je lui dis, enfin non, je vais faire ton exemple à toi. Je fais mon pitch sur ce que tu leur vends, et ensuite je leur dis, ok, tout est clair par rapport au pitch. À l'offre, oui, tout est clair. Il manque juste la question du prix,
Une fois que je tire les prix, voilà. Donc là, le mec te répond ça. Et tu lui dis, ok, avant de te parler du montant de l'investissement, juste une question pour toi. Si on part des pires scénarios possibles, qu'est-ce qui ferait que tu n'aurais pas de résultat avec cette offre-là et cet accompagnement-là? Et là, le mec, il va dire une objection, deux objections. Tu y réponds, faut y répondre. Et ensuite, tu lui dis, ok. Donc là, on est d'accord. Selon toi, là, il y a aucun moyen que tu n'aies pas de résultat avec cette solution-là et cet accompagnement-là, qui répond à telle problématique, telle problématique, telle problématique que tu m'as confié au début de l'appel. Et là, tu veux qu'il dise oui. Si le mec, il est pas en mode à 100% en mode ouais, c'est impossible que j'ai pas de résultat, par rapport à tout ce que tu m'as dit, et là, ça répond exactement à mon besoin, tu lui parles pas d'offre. Enfin, tu lui parles pas du prix. Le prix, on le donne uniquement quand la personne, elle est en mode ouais, c'est sûr, j'aurai du résultat. Genre, il y a aucun monde où j'ai pas de résultat avec toi, avec tout ce que tu m'as pitché ici. Ça, c'est important. Ne jamais dire le prix quand le mec, il a encore des objections en tête. À un moment, l'émotion, tu la creuses pas assez parce que tu lui demandes c'est quoi ses objectifs et il te dit j'aimerais faire 10K par mois aux gens de ce club-là, je sais pas quoi. Et tu creuses pas ce truc-là. Parce que le mec, il te dit juste que c'est un objectif. Ouais, en gros, à ce moment-là, tu connectes pas ça à quelque chose de plus grand. Le mec, il dit juste qu'il veut faire 10K par mois, il me semble, dans cet appel-là, si j'ai pas de conneries. Et tu vas pas creuser plus que ça. Pourquoi tu veux faire 10K par mois? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu feras quand tu auras 10K par mois que tu peux pas te permettre de faire aujourd'hui? Ça, c'est des questions précises. Aussi, quand tu fais un pitch, si ton pitch il dure 2 minutes, tu veux que toutes les 30 secondes, quand tu pitches ton pilier 1, par exemple, lui dire à la fin du pilier 1, est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Et tu veux que ce soit interactif. Un pitch, c'est pas un truc de 3 minutes, 4 minutes où le mec t'attend en mode c'est une présentation PowerPoint. C'est tu pitches ton truc, boum, 30 secondes. Ok, ça fait sens pour toi? Ok, on passe au pilier 2. Pilier 2, c'est boum, 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 boum. Ok, ça te paraît pertinent? T'en penses quoi? Ok, ça va, ok. Pilier 3, c'est nanani nanana. Ça fait sens pour toi aussi? Ok. T'as aucune question, zéro flou? Ok, on y va. Et là, tu continues. Là, à un moment, tu t'auto-sabotes. Tu lui dis, après, c'est à toi de voir, est-ce que tu sens que ça peut être fait pour toi? Non, 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 non. Tu perds complètement ta posture d'autorité. Le médecin, quand tu lui dis que j'ai mal ici, ici et ici, il est pas en train de te dire, ok, bah écoute, il y a le Dafalgan, mais je sais pas, c'est à toi de voir si tu veux le prendre ou pas. Non, le mec, il est en mode, ok, je te prescris du Dafalgan, tu prends ça matin, midi, soir. T'as d'autres questions? Tu vois comment c'est? Et là, à ta place, au lieu de dire, ok, après, c'est à toi de voir, est-ce que ça peut être fait pour toi? Moi, j'aurais dit sur une échelle de 1 à 10, selon toi, tu te situerais où? Est-ce que ça répond à 100% à ta problématique? Et là, le mec, il va dire, par exemple, 8, ok, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas à 10 sur 10? Et là, tu vas creuser les 2 points manquants. Et là, en fait, il va te balancer toutes les objections qui restent. Mais si tu fais pas ça, bah, il va pas te les dire. Si je dis pas de conneries, je crois que quand tu dis le prix de 5000 euros, tu laisses pas d'espace après. Tu laisses pas de silence, alors qu'il faut laisser un silence absolument, c'est très important. Si tu l'as fait, bah, ce conseil ne s'applique pas, mais voilà. Après, on en a parlé tout à l'heure, mais quand le mec il t'a mis en pause pendant 2 minutes, ça, c'est un manque de respect. Et tu peux pas commencer une relation avec lui où le mec il te manque de respect comme ça. Tu peux pas te tolérer ça. Donc si le mec il dit ouais j'ai un appel juste 2 minutes, tu lui dis écoute on finit l'appel, tu passes ton appel après. On avait prévu ces 45 minutes là, on finit. Après en closing il y a ce qu'on appelle le concept des 9 croyances et ces 9 croyances là elles ont pas été assez pas creusées mais t'as pas appliqué ce modèle là. Je te le pitch vite fait mais en gros t'as la douleur, le prospect doit croire qu'il a une grosse douleur et là tu l'as pas assez trituré cette douleur là. Ensuite, le coût, tu dois quantifier la perte. Quantifier la perte, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu l'as pas fait. La confiance, elle est partiellement établie. Tu montres de la crédibilité, etc. Mais on sent qu'il ne fait pas confiance à 100%. Donc c'est par rapport à ton autorité, malheureusement, que tu as descendu au fur et à mesure de l'appel. La vision, la vente de la terre promise. Le mec, il est dans une situation actuelle à 75 heures par semaine. Tu lui as pas du tout assez vendu la terre promise où il bosse, je sais pas, à 20 heures par semaine, qu'il a enfin du temps pour je sais pas qui, je sais pas quoi, et qu'il fait un peu ce qu'il veut et qu'il est enfin libre. Tu dois lui faire ressentir si le mec il va ressentir la liberté, tu dois lui faire ressentir le sable chaud dans les pieds entre ses orteils à l'île Maurice, en face du coucher de soleil, tu vois. Et ça, on le ressent pas. Tu parles pas assez de ça. Ensuite, t'as pas du tout assez challengé sa capacité à réussir seul. Et ça, c'est un truc que j'aime bien faire, mais quand le mec me dit qu'il peut réussir seul, je lui dis ok, on va voir, on va établir ensemble si ton plan est solide ou pas. Et ensuite, moi, je te proposerai mon plan. Et en fait, vraiment, le questionner. Ok, comment tu comptes faire tout seul? Et là, tu lui poses plein de questions et tu te rends compte que son plan, souvent, ça pue la merde. Et tu lui dis, écoute, moi j'ai un plan beaucoup plus solide que le tien, je peux te le démontrer. Écoute ça. Ton plan, il n'est pas solide parce que regarde, tu me dis que tu veux faire ça, ça fait 3 ans que tu fais la même chose. Dans 1 an, tu seras exactement au même stade parce que tu vas continuer à faire la même chose, prospecter, nananine. Moi, ce que je te propose, c'est boum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'après toi, c'est quoi le plan le plus solide? Et là, il va dire, bah le tien. Et tu lui dis, ok, on fait quoi du coup? Tu relis pas ton mécanisme unique du problème et de la solution à ce qu'il a essayé lui avant. Et en gros, tu dois justifier ses échecs en expliquant que justement, il a pas réussi parce qu'il n'y avait pas ce truc-là de surfer, par exemple, sur toi, ton mécanisme unique de la solution, surfer sur le trafic chaud de quelqu'un d'autre qui a déjà de l'influence, de la confiance du marché, etc. Et que lui, il se base sur du trafic froid et c'est pour ça qu'il galère. Et en fait, faut lui dire,
Ok, t'as testé 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois pas les 5 points communs de ces 5 solutions? T'es sur du trafic froid. C'est un exemple. Moi, ma solution, t'es sur du trafic chaud. Et ça te permet de faire ça, prendre des raccourcis, avoir un effet de levier de ouf. Et ça, je l'ai écrit en rouge. Tu combles systématiquement les silences. Et en fait, t'es dans la réaction. Tu dois pas être dans la réaction. Un médecin en appel de vente, enfin en consultation, il est pas en réaction. Il pose des questions et il garde le cadre, le contrôle de l'appel. Et là, tu perds ta posture d'autorité. Et sans autorité, il n'y a pas de confiance et il n'y a pas de vente. Tu perds ta posture d'autorité parce que tu réagis comme un ami réagirait avec lui. Alors que toi, tu dois garder cette posture-là. Donc ouais, arrête d'être trop dans la réaction. Sois calme, silencieux, t'écoutes et tu reposes une autre question après. À un moment, je crois qu'il te parle des investissements immobiliers qu'il veut faire. Et tu relis pas ça à sa stagnation business. Pour jouer sur cette peur-là, il pourra pas investir dans l'immobilier s'il continue dans cette direction à bosser 64 heures par jour et être dans le mauvais véhicule. Pour investir dans l'immobilier, il faut être dans le bon véhicule pour avoir les meilleurs investissements. Et là, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, sa situation, il perd 144 000 balles par an, je sais pas combien. Donc tu quantifies sa perte en restant dans ce véhicule-là. Et en plus de ça, ça l'empêche d'investir dans l'immobilier. Du coup, conséquence. Donc ouais, je te dirais un manque de leadership. Tu laisses pas assez de silence. T'explores pas assez sa douleur avec des questions précises. Tu dois t'améliorer sur la questionologie. Tu manques de posture d'autorité. Parce que t'es un peu trop amical et t'es pas en mode expert. Et ouais, faut mieux cadrer l'appel. Et après, il y avait plein d'autres trucs. Mais principalement, c'est ça que j'ai vu dans cet appel-là. Donc ça m'étonne pas qu'il ait... En fait, quand tu m'as dit qu'il a fait la bitch et il s'est barré, c'est qu'en fait, tu lui as donné tu lui as fourni le meilleur environnement pour qu'il fasse la bitch. Certes, il a fait la bitch, mais c'est parce que toi, tu lui as offert le meilleur environnement pour qu'il soit une bitch. Et tu lui as ouvert toutes les portes. Alors que si t'avais fermé toutes les portes dans ce putain de couloir, là, il aurait pas fait la bitch. Donc ouais, on est toujours responsable à 100%, donc là, c'est ta responsabilité. Et faut que tu bosses sur ça. Au pire, on se fera des roleplays aussi si t'es chaud dans certains appels.